Vous êtes bien sur La Première. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Il a été neutralisé après 2 jours de traque. Le terroriste présumé de Strasbourg a été tué hier soir lors d'un échange de tirs avec des policiers. L'important dispositif de sécurité mobilisé dans la zone a visiblement empêché Cherif Chekhat de quitter le centre-ville. Il a été reconnu par un témoin dans l'après-midi avant de se retrouver le soir même nez à nez avec la police. Retour sur la fin d'une cavale avec Johanna Giglia. C'est à l'entrée de cet immeuble que sa cavale a pris fin. Cherif Chekhat apparaît sur cette photo, un revolver à ses côtés. Il vient d'être abattu quelques minutes plus tôt. Vers 21 h, une patrouille de 3 policiers le repère dans le quartier de Neudorf, rue du Lazaret. C'est le secteur où les enquêteurs avaient perdu sa trace. Au moment de cette interpellation pour l'arrêter, ce dernier s'est retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant. Une scène qui n'a duré que quelques secondes. Au moment où la patrouille le repère, il s'apprêtait visiblement à s'engouffrer dans cet immeuble pour se cacher. J'ai vu les policiers qui sautaient de la voiture pendant que la voiture roulait toujours. D'un seul coup, j'étais dans le salon, j'ai entendu une fusillade, j'ai dit à ma femme, tout le monde va dans les chambres, on bouge plus quoi. Voilà. Une fusillade, c'est-à-dire comment? Qu'est-ce que c'est? On a entendu un tir et un dixième de seconde plus tard, 5 ou 6 tirs simultanés. Ça a duré 2 secondes en tout. Dans le quartier, les habitants sont soulagés. La traque de Cherif Chekhat aura duré près de 48 heures. Venons-en à cette proposition de loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Elle est portée par le Martiniquais Serge Letchimy et vise à faciliter la sortie de l'indivision successorale en Outre-mer et relancer la construction de logements. Ce texte est la première loi qui prend en compte les réalités des ultramarins, des territoires où l'indivision bloque de nombreux projets d'intérêt public. C'est notamment le cas à Mayotte. Voyons justement cet exemple de la commune de Mtsamboro qui a vu plusieurs de ses projets bloqués suite à des problèmes de parcelles en indivision. Bibi Mariam Alidi et Farou Seni. Sur ce site de Mtsamboro, 2 projets bloqués pour cause d'indivision. Ce terrain de 6 hectares devait accueillir un lycée dont les travaux auraient dû débuter courant 2018. Mais cela ne s'est pas fait, faute d'accord entre la municipalité et les indivisaires. C'est quand même l'éducation de nos enfants. Et il y a des familles qui n'ont toujours pas accepté de céder le terrain à la collectivité. Et ça, c'est quelque chose qui pénalise tout le monde. Et sur cette autre parcelle de 3 hectares située en face de la plage dite Jiva, une station d'épuration devait être construite depuis 2004. Mais certains propriétaires s'y opposent fermement. Ce n'est pas parce que c'est une station d'épuration que les familles refusent, non. C'est parce que les familles ne veulent pas de projet sur leur terrain. Peu importe la nature du projet. L'adoption de la loi Letchimy qui facilite la sortie de l'indivision successorale en Outre-mer et relancer la construction de logements est une véritable bouffée d'oxygène pour le maire de Mtsamboro. On peut dire en quelque sorte que nous avons une solution pour pouvoir accélérer les choses parce qu'on nous demande d'avoir la majorité des indivisaires pour pouvoir accéder au terrain. Les collectivités pouvaient utiliser la déclaration d'utilité publique pour récupérer les terrains. Mais cette solution s'avère être longue, contrairement à la loi Letchimy. La commune de Mtsamboro qui vient aussi de signer une convention avec l'Agence française de développement, un accord pour un prêt de 2 millions d'euros visant à soutenir la réalisation de projets de la commune en termes d'habitat, d'assainissement et d'aménagement du territoire. D'autres conventions sont à venir pour un montant total de plus de 1,6 million d'euros. Elles vont permettre d'avancer l'argent nécessaire à la rénovation de l'hôtel de ville et celle des écoles de la commune. On écoute Yves Raja, directeur de l'AFD, suivi du maire de la commune. Ils sont au micro de Farou Seni et Bibi Mariam Halidi. Grâce à de la subvention apportée par le ministère de l'Outre-mer sur un certain nombre d'appuis conseils. Le premier, qui est quasiment consubstantiel à notre intervention, consiste à faire de l'analyse rétro, prospective et établir une PPI soutenable par la collectivité. PPI, il s'agit d'une programmation pluriannuelle d'investissement, donc cohérente et supportable par le budget de la collectivité. Mais ces appuis conseils ne se limitent pas à ça. On a également déployé sur Mtsamboro, mais également sur d'autres collectivités, un inventaire de l'ensemble des subventions dont bénéficient les collectivités, de manière à bien identifier les
les appuis qu'on pourrait leur apporter en matière de préfinancement, mais également les mettre en relation avec cette PPI cohérente dont je viens de parler. Nous avons des projets d'aménagement comme le lotissement à Sékou, à Mtsahara. Il y a la station d'épuration où on demande une part à la commune. Il y a la médiathèque de Mtsamboro, mais nous avons aussi le plateau sportif couvert de Amjago. Il y a d'autres opérations, il y a plusieurs opérations. Je ne peux pas vous citer toutes les opérations, mais en tout cas, c'est 13 millions pour de nouvelles opérations et des opérations qui sont déjà financées. Dans la région, les électeurs malgaches seront appelés aux urnes pour la seconde fois le 19 décembre prochain afin d'élire leur nouveau président. Un deuxième tour qui va opposer deux anciens chefs d'État, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. La campagne officielle de cette seconde manche a commencé la semaine dernière et elle est particulièrement suivie à La Réunion par les originaires de la Grande Île. Jean-Claude Toyer les a rencontrés. Les deux candidats multiplient les meetings pour tenter de convaincre les Malgaches, d'autant que rien n'est encore joué. La communauté malgache de La Réunion suit tout cela de très près et les réactions divergent entre ceux qui espèrent le changement et ceux qui ne se font pas d'illusions. Il n'y a même pas de nouveauté. Ça va être la même chose. Ça, c'est comme Federer et Nadal. Tout le temps, les mêmes finalistes. Voilà. Il va changer la vie des Malgaches. Il va supprimer les dalles, c'est-à-dire les bandits qui volent des bœufs. Et puis les kidnappings, vous voyez. Et puis les bakchis sur la table, les autorités qui font ça. C'est l'insécurité surtout, parce que quand on vit dans un endroit qui est insécurité, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas évoluer ton travail. C'est ça aussi, il y a un grand problème au Madagascar. Pour moi, les priorités, c'est d'occuper surtout les pauvres, les pauvretés. C'est ça que je veux que le futur président d'occuper surtout. Après 58 ans d'indépendance, Madagascar reste l'un des pays au monde les plus corrompus et les plus pauvres, malgré d'énormes richesses naturelles. Les Malgaches d'ici et d'ailleurs espèrent un réel changement avec leur nouveau président. Sachez que dès lundi, nous serons au cœur de cette élection avec nos deux envoyés spéciaux qui vous feront vivre tout ce vote. On termine par un petit tour dans le sud de l'île. En cette période de vacances scolaires, trop souvent, les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Mais dans certaines communes, des centres de loisirs voient le jour pour accueillir les plus petits. Zora Abdou-Café et Youssouf Ahmed Matoir sont partis voir comment les familles et les communes s'occupent de leurs jeunes hors période scolaire. Regardez. Bouini, petit village de la commune de Kanikeli. Ici, les rues sont désertes. Pas d'activité, pas de centre de loisirs, rien. Et pourtant, nous sommes bien en période de vacances scolaires. Nous avons rencontré Nasri et Cheyenne au bord de la plage. Ils passent leur journée là à discuter avec leur grand-père. J'aimerais aller au centre de loisirs pour rencontrer des gens et regarder ce qu'il y a dedans. Je ne savais pas qu'il y avait centre de loisirs à Abidjan. C'est aujourd'hui que je suis. Demain, si possible, j'irai. Aller au centre de loisirs, c'est la chance qu'ont eu ces enfants du village de Mtsamoudou. Ici, ils sont encadrés par 5 professionnels de l'animation. L'activité qui m'a plu, j'ai aimé le ballon, et le ballon prisonnier et les jeux de loisirs. Quand je ne suis pas dans le centre de loisirs, non. Dans ma chambre, je joue à mon téléphone, je cuisine. Quand je ne suis pas au centre de loisirs, je garde mon frère et je fais à manger ou on regarde la télé. Je préfère venir au centre de loisirs. Pourquoi? Pour s'amuser, être avec des amis. Durant une matinée, ces 60 enfants âgés de 6 à 12 ans font plusieurs activités sportives et éducatives. Il y a combien de communes? Nassif? Il y a 17 communes. Bravo! Les 3 places qui se situent à Mtsamoudou. Il y a Angalassara, Sable Blanc et Sazilé. Bravo! Il faudra qu'on varie les activités parce qu'on ne peut pas rester au même endroit.
On a besoin de faire découvrir ce jeune-là notre site. Comme vous voyez, les questions qu'on avait posées là, on les avait posées, les questions de notre site Amtsamoudou. Ils avaient dit le mot Sazilé, Sabour Blanc. Donc vous avez déjà vu ce qu'ils avaient fait là. Le centre de loisirs de la commune de Bandélé accepte les enfants moyennant une participation de 5 € par personne. Une somme dérisoire au vu de ce que les enfants gagnent en apprentissage. Voilà pour l'essentiel de la matinée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 19 h pour d'autres informations.